Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Bienvenue à vous aussi dans l'hypothèse où vous nous découvririez 53e funeste Fred. Et tout de suite, sans attendre, je vous donne le nom de l'auteur. Immédiatement après, je précise, ça je peux d'entrée le préciser déjà, ça fait partie d'un texte, la prophétie des trois mages, la prophétie des rois mages. Alors voici le fragment élu, choisi par votre serviteur. Ça commence comme ceci. Entre les tribus d'Ismaël et les Hébreux, le sang coulera sur les murs de Sion qui fut reine. Les Amériques verront l'aurore les tourmenter, leur crédit s'ébranler, les races s'affronter, et beaucoup gémir dans des ruines immenses. Le poison des Incas ressuscitera, et les fils des Espagnes en mourront par myriades. Une grande clameur tournera autour de l'Europe, et l'Europe n'entendra point. L'Europe dormira gardée par ses polices et ses léviathans mercenaires, et seuls feront bruit les contestations des usuriers. Et pourtant, Europe, en vérité je le dis, c'est cette année même que s'éveillera dans ton sein l'esprit de ta mort. Car l'an 2000 écarquillera les yeux en vain et ne découvrira plus l'Europe sur la croûte du monde. Alors, de Paris, d'Occident, il ne restera que cailloux et ronces en étendue horizontale afin que s'accomplisse la prophétie. Seulement alors, la France méritera son surnom de spirituel. C'est moi qui précise, l'auteur a mis spirituel entre guillemets et écrit France avec une minuscule. Je reprends. Alors, de Paris d'Occident, il ne restera que cailloux et ronces en étendue horizontale afin que s'accomplisse la prophétie. Seulement alors la France méritera son surnom de spirituel, car le vent de l'esprit ne souffle qu'au désert. Ainsi tout s'accomplira comme je le dis, et parce que je le dis, pour que vienne la nouvelle loi troisième et dernière avant le feu de l'œil. Texte, alors là, chez Folio, en collection, je le dis d'entrée aussi, comme ça vous le savez, ce sera repris en référence comme pour tous les autres bouquins dont il sera question aujourd'hui, comme on le fait d'habitude, en partie description pour toutes les références chez Folio. En format folio poésie, ils ont réédité il n'y a pas longtemps un livre de lui, Roger Gilbert Lecomte, un recueil, vous allez le voir un peu plus tard dans le courant de ce numéro, qui a pour titre pas des plus brefs, limpides, faciles à retenir. La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent. Roger Gilbert Lecomte, la vie, pardonnez-moi, l'amour, la mort, le vide et le vent et autres textes. Ça fait partie, écrit, je précise, en quelle année? Eh bien, écrit en 1930. Pas de commentaires, j'ai dit. Oui, avant d'enregistrer. C'était clair et net pour moi. Pas besoin de commentaires inutiles. Pas besoin, en guise d'exégèse. Non, inutile. Écrit, oui, en 1930 par l'auteur. Dans ce récit, cette prophétie des rois mages, et dans un de nos numéros précédents, ce n'est pas celui, je crois, qui aura le plus cartonné, qui aura le plus retenu l'attention, mais je le mets en lien à la fin de ce numéro-ci. C'était celui avec en enluminure un mannequin habillé en dentelle artisanale de chez nous, de notre cité natale chez nous, à votre serviteur de cité natale de Binche, en Hainaut, en Belgique, un mannequin en dentelle artisanale de Binche en enluminure, et c'est dans ce numéro-là que je vous avais parlé du triple, car lui aussi avait écrit ses prophéties, son contemporain, Roger Gilbert Lecomte, son contemporain Bob Robert Desnos. Je vous avais parlé et je vous avais lu plusieurs fragments là de son triple livre de prophéties. Desnos
avait produit les siennes, eh bien, Roger Gilbert-Lecomte aussi, et on trouve ça, notamment dans ce recueil que vous verrez plus loin. Oui, on revient à notre poète d'ouverture plus loin dans le cadre de ce numéro. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, nous étions revenus sur Picabia, sur un créateur, au sens le plus large, un créateur en art plastique, artiste peintre, notamment, qui, à partir d'une époque, était également devenu, poète et écrivain. Nous étions revenus là-dessus autour de la réédition, là, de son Jésus Rastaquouère, qui sera en lien aussi à la fin, tant qu'à faire, si vous l'avez manqué. Et encore une fois, si le cœur vous en dit, le numéro de la semaine précédente, qui s'intitulait Jésus Rastaquouère et la faucheuse. Oui, on était revenu sur Francis Picabia, sur un artiste peintre devenu, à partir d'un moment, également écrivain. Et aujourd'hui, une bonne part de ce numéro-ci, elle sera consacrée au texte d'un écrivain sur un artiste, sur là aussi un plasticien, un créateur en art plastique, en l'occurrence Pierre Soulages, 4 ans bientôt, qu'il nous a quittés. Monsieur Soulages a un âge assez avancé, 102 ans, il avait 102 ans, lorsqu'il nous a quittés. C'était en 2022, il y a 4 ans, et le bouquin, dont vous allez voir la couverture dans pas longtemps, son titre: «Comment travaille Pierre Soulages?» Et peut-être que vous allez vous dire: «Oui, ce sera bien compréhensible, si vous n'êtes pas, vous-même plasticien, artiste peintre, si vous n'avez pas fait ou ne faites pas les beaux-arts, ou si vous n'êtes pas passionné par l'œuvre de monsieur Soulages, de Pierre Soulages». Vous allez peut-être, me poser la question: même si le livre n'est pas bien long, en vérité, on devrait plutôt parler, on va dire, une plaquette, oui, je préfère parler d'une plaquette. Comment travaille Pierre Soulages? Est-ce que c'est pas ça va pas être un peu, eh bien non, pas du tout, car on le doit à la plume d'un des plus brillants stylistes oui, il s'est tant exprimé pour ce qui était de s'exprimer dans notre langue, pour sûr, ayant vécu au siècle dernier. Mais avant de vous montrer ce livre, Comment travaille Pierre Soulages, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est une initiative des éditions du Sonore. Ce sera en partie description, hein, comme oui, comme d'habitude. Toutes les références pour les bouquins et pas seulement pour les bouquins, c'est en dessous, de la vidéo, où ça m'arrive aussi, tout comme en partie commentaire, d'intégrer des éléments, des choses qui, en cours de route, comprenaient, m'auraient échappé. Alors, avant d'en venir, à ce petit bouquin, à cette plaquette sur monsieur Soulages, je souhaitais, oui, c'est que j'avais oublié, à propos, dans le cadre de notre hommage à Claudia, je n'avais pas eu le temps, à vrai dire, j'avais oublié, oui, j'avais oublié, de vous présenter certaines choses, de vous parler de certains livres. Alors nous allons immédiatement autour de Claudia Cardinal, nous allons immédiatement nous rattraper. Je voulais vous montrer, la couverture du livre, de l'édition la plus récente d'un livre en littérature, où elle figurait sur la couverture, et il s'agit, d'un livre, de Carlo Emilio Gadda. Carlo Emilio Gadda. Certains vous diront, alors là, c'est un roman policier, mais il est possible, ça va, voilà, pour faire court, sur le plan des dimensions. Dans les champs du possible, ça doit aller bien au-delà on va dire qu'un simple, entre guillemets, un simple polar, hein. Je pense que vous avez saisi, c'est que, Carlo Emilio Gadda, nombreux vous diront que c'est probablement le plus grand auteur d'expression de langue italienne, du XXe siècle, là encore du siècle dernier, du XXe siècle, c'est plus fougueux.
ses plus fougueux admirateurs, en état de transe ou non, iront jusqu'à vous dire qu'il était si pas aussi fort que ou Dostoïevski, ou Joyce, ou Céline. Ils vous diront qu'il était aussi fort, si pas plus fort encore, pardon, que les trois réunis, Joyce, Dostoïevski, Céline. Oui, hein, on lira ça volontiers sous la plume de ses admirateurs, le cas échéant de ses spécialistes, de ses traducteurs. Le livre, je ne sais pas si c'est que le titre a été changé à partir d'un moment par un traducteur durant tout un temps, ça s'était intitulé L'affreux pastis de la rue des Merles et on a préféré changer à partir d'un moment. On estimait que c'était mieux, plus sur le plan de la traduction. Je ne vais pas vous lire le titre original en italien. Ça va être une catastrophe sur le plan de la prononciation. Et l'affreux, maintenant, ça s'appelle l'édition la plus récente avec Claudia en couverture. Nous allons la voir. Nous n'allons plus traîner. Ça s'appelle L'affreuse embrouille de Via Merulana. L'affreuse embrouille de Via Merulana est l'édition la plus récente. C'est chez Seuil dans la collection de poche, dans la collection Point, et Claudia Cardinal dans le film adapté de ce livre de 1959, dont le titre en français, là, c'était Meurtre à l'italienne. Voilà, Carlo Emilio Gadda, qui, à ma connaissance, n'a jamais eu d'étendard, d'étiquette politique, mais dont on nous dit qu'il était vraiment très fort pour décrire les contrastes de classe entre différents milieux sociaux. Oui, il a pu faire mine d'émettre quelques sympathies à l'adresse du fascisme au début, pensant que oui, ça allait faire reculer un petit peu le bordel en Italie, et puis il s'est rendu compte que ce serait peut-être intéressant que je vous lise ce, ce fragment du texte de présentation de notre édition. Oui, pourquoi pas. Ben, il s'était rendu compte déjà qu'il écrira aussi tout un bouquin sur la sexualité des fascistes qui est pas triste. Oui, des fascistes et partant de Mussolini. Ça peut faire songer, entre autres, je dis bien entre autres, aux travaux de Reich, oui, psychologique masse du fascisme. Vous allez me dire, le lien n'est pas interdit, mais entre autres, nous dirons Eros et Priape. Je le mets aussi en partie description, ça s'intitule. C'est franchement pas pour les gamins, ça rigole pas. J'aimerais bien vous en faire une présentation, mais je ne suis pas même certain d'avoir intellectuellement les épaules assez larges pour ça. Oui, son Eros et Priape, hein. Et ici, dans la présentation de ce roman policier, mais qui est bien plus, voilà, façon de dire, vous avez saisi, hein, encore une fois, qu'un policier classique, un polar standard. Hein, oui, au début, il avait fait mine de sympathiser, mais après, il s'était rendu compte que, comme partout dans les règles de normalisation imposées, s'il y a crime, il y a pauvre. Le pauvre en est même la cause, le motif, c'est au centre de ce bouquin. Hein, le motif, la raison immédiate face à cette bourgeoisie cossue et entêtée. La police va chercher chez les plus démunis ses fautifs et ses victimes. La vérité de la réalité se stratifie et se complexifie en couches sociales qui s'opposent dans ce grouillement de crèches que sont les commis, les femmes de ménage, les ouvriers, les autres corps de métier dans une société à un stade encore pré-capitaliste, estimé pour sa part Gada. Malgré le fascisme, malgré la beauté de Rome, la capitale, et malgré tout ce qu'on veut, hein. Et d'ailleurs, les riches vivent dans la ville qu'ils ont quadrillée et vrillée
de serrure. Je continue, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, hein, nous avions rendu hommage en évoquant la façon dont elle symbolisait la naissance, la création d'une ville dans l'Ouest l'autre jour. Et ici, voilà, hein, les riches vivent dans la ville qu'ils ont quadrillée et vrillée de serrures, pensant ainsi s'assurer de toute invasion et dévastation de leur solitude. Les autres, les pauvres, essaient de survivre dans des proximités suburbaines qu'on ne peut pas encore appeler banlieue, à l'intérieur de la même situation pré-capitaliste. C'est déjà la campagne. On retrouve entre ville et campagne un des motifs les plus forts de la tension poétique dans l'œuvre de Gada. Nous y reviendrons. Il va sans dire l'affreux pastis de la rue des Merles. Oui, devenu l'affreuse embrouille de Via Merulana. Carlo Emilio Gadda est toujours à propos de Claudia Cardinal. Alors là, attention, je ne peux pas vous le montrer. Le livre suivant, je ne peux pas vous le montrer. Je l'ai donné à, oui, je pense avoir fait un heureux, une personne qui était beaucoup plus, qui s'intéressait beaucoup plus au septième art et qui était une personne beaucoup plus admiratrice encore de Claudia Cardinal que votre serviteur est déjà dans le chef de votre serviteur. Bon, ça n'a jamais été triste sur ce plan-là, mais voilà, je pense avoir fait un heureux, donc je peux pas, je l'ai donné, je peux pas vous le montrer, mais il s'agit du livre d'Alberto Moravia, intitulé tout simplement Claudia Cardinal. Alors, attention, ce n'est pas un livre sur elle, ce n'est pas un livre sur sa carrière. Il s'agit d'un entretien. Alberto Moravia s'entretient avec Claudia, alors âgée de 22 ans. On devait être vers 1960. C'est un livre qui n'est pas bien épais non plus. Édité chez Flammarion pour la première fois en traduction française il y a une quinzaine d'années. Je ne sais s'il est encore disponible, s'il est épuisé ou pas, hein, si ça vous intéresse. Oui, par Alberto Moravia, le célèbre et un autre géant de la littérature italienne. Et il avait abordé, oui, c'est que il avait abordé ça sous un angle, ça, si j'ose dire, son bouquin, sous un angle, pour ce qui était de l'envisager, sous un angle assez particulier. Il s'agit d'un entretien avec Claudia, qui est alors sur le point d'accéder à un milieu assez privilégié. Et c'est un entretien qui se propose aussi à notre adresse comme un miroir, ou non, comme on verra, comme on voudra, en rapport avec toute une série de questionnements dans nos rapports, en miroir ou non, comme on voudra, toute une série de questionnements sur les rapports de la comédienne dans ses rapports au temps, à l'espace, au sommeil, à ses absences à soi-même et en miroir partant à nos absences à nous-mêmes, hein. Et il insiste aussi au sujet de l'actrice, sur sa présence dans le quotidien, à ce caractère, ne serait-ce que dans son quotidien d'apparition, et j'ai pu me rendre compte, et très sincèrement, je n'avais pas encore lu ce livre, à l'époque où j'avais assemblé mes notes personnelles, dit sans prétention aucune, autour du film de Sergio Leone dont j'ai parlé. Il était une fois dans l'Ouest, je n'avais pas encore lu l'entretien de Moravia avec Cardinal à ce moment-là, mais oui, je dois dire qu'Alberto tendait à aller dans le sens de, oui, dit encore une fois, tout à fait humblement, il avait assez tendance à aller dans le sens des conclusions de votre serviteur, dans le cadre de l'article sur le film de Sergio Leone, et notamment sur le thème de l'apparition nous avions parlé du cinéma aussi en tant qu'apparition dans l'histoire.
dans l'histoire de l'art, mais au terme de toute une série de processus, hein, liés à la technique, à la praxis, mais on n'y reviendra plus aujourd'hui. Mais ce questionnement, au bout du compte, va s'avérer assez incroyable, hein, par ses effets de miroir. Hein, c'est vraiment, oui, vous m'en direz des nouvelles, peut-être, mais attention, ce n'est pas un livre. La comédienne avait publié, c'était chez Michel Lafon, il y a 20 ans tout juste. Ses mémoires, elle les avait publiées il y a 20 ans tout juste, c'était aux éditions Michel Lafon. Et si ça vous intéresse, je me souviens, j'en avais fait la lecture, je l'avais parcouru dans le cadre de mes investigations. Ce bouquin, il était rédigé d'une façon assez, oui, il était bien rédigé, hein, d'une façon assez qui faisait songer, qui renvoyait aussi au tempérament, allez savoir au tempérament, au caractère de l'actrice, d'une façon euh, assez carrée, mettons sans affaîtrie. Voilà, et ça s'appelait Mes étoiles, donc son autobiographie à Claudia, et ici c'est le livre d'Alberto Moravia. Claudia Cardinal, c'est un poche, hein, je pense l'avoir déjà dit, c'est un poche, et c'était chez Flammarion. En 2010, les deux livres dont j'aurais voulu vous entretenir il y a 3 semaines, je pense. Voilà, c'est réparé, au sujet de ce petit oubli, de notre part. Et si ça vous dit maintenant, on va retourner chez Pierre Soulages. Comment travaille Pierre Soulages? Je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur. Je vous ai dit, n'allez pas penser que c'est rasoir si vous n'êtes pas dans la profession ou particulièrement féru, porté sur l'art, l'art moderne. Non, n'allez pas penser. Heu, Même, sans être du tout, féru, ça s'avère très vite, là encore, ça s'avère très vite intéressant, pour ne pas dire prenant. Ça nous tient, d'un bout à l'autre en haleine, et puis ce n'est pas bien long, hein, je l'ai déjà précisé. Cette plaquette que je vais vous montrer. Oui, et je vous avais dit, un des plus brillants stylistes de notre langue, au siècle dernier. Monsieur ou le camarade, comme on voudra, Roger Vaillant. Oui. Et nous sommes. Ben, c'est pas tellement éloigné de l'enregistrement de notre entretien de Moravia avec Claudia. On devait être un an plus tard. En 1961, Vaillant avait déjà fait la connaissance de Soulages en 1949, un jour. Il cherchait un décorateur pour une nouvelle œuvre pour le théâtre à destination des planches. Son Abélard et Héloïse, il cherchait un décorateur, et un jour, en vitrine d'une galerie, pour la première fois, il avait pu admirer une création de Soulages, et tout de suite, il avait voulu faire la connaissance de l'artiste, se rendre chez lui et lui faire cette proposition à laquelle Soulages devait répondre par l'affirmative, avec un résultat qui fut nettement apprécié de l'écrivain et également des spectateurs de cette pièce. Abélard et Héloïse. Oui, Abélard et Héloïse. Et en 1961, il demande, oui, il introduit cette demande auprès de son ami peintre, s'il est d'accord de le laisser, le regarder travailler durant l'exécution d'une œuvre, et ça va s'échelonner sur une durée de 4 heures. Ça va de 16 heures à 20 heures. L'artiste travaillait en général la nuit. S'il avait choisi de démarrer un peu plus tôt, étant donné peut-être le fait qu'il avait un visiteur, hein, c'était pas du tout son genre à Soulage. Il aimait pas du tout avoir quelqu'un qui le regardait
pendant qu'il travaillait, mais ça c'était dans l'ensemble très bien arrangé, très bien déroulé. Et je vous dis, ce texte, même si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'art, ça s'avère très vite intéressant. La manière dont c'est rédigé, je vais vous donner quelques exemples. On va procéder un petit peu de la même manière que je l'avais fait avec le Jésus Rastaquouère la semaine dernière, le Jésus Rastaquouère de Picabia. Je vais vous lire à la suite quelques fragments. Alors oui, on va se rendre compte à la lecture, comme ça, ce sera dit qu'il déjà, il utilisait je ne sais pas si vous étiez au courant, mais sur le plan de son matériel, il procédait d'une façon assez particulière. Soulage, notamment pour ses fameuses teintes de noir, il travaillait avec de grosses semelles, plutôt il découpait dans d'épaisses, pardonnez-moi, d'épaisses plaques de caoutchouc, oui, dans des surfaces de caoutchouc utilisées en général par les cordonniers pour la réparation de nos chaussures, des plaques de caoutchouc pour apposer ces teintes, pour poser ces couleurs, ces teintes sur ces tableaux. Et il avait aussi volontiers une tendance à se poser dans un rapport de personnalisation à l'adresse aussi bien de ses couleurs qu'à l'adresse de sa création, de son œuvre, en train d'effectuer celle-ci. À un moment donné, je cite précisément, il va s'exclamer: alors là, maintenant, hein. Et évidemment, il y a Roger derrière qui, ça ne lui échappe pas, qui prend note. Soulage s'exclame à un moment donné: alors là, maintenant, on va pouvoir travailler, elle et moi, elle, la couleur. Et un peu plus tard encore, on va se marrer à présent. Ah oui, alors là, on va se marrer. Ça va causer un peu entre elle et moi. Et là, eh bien, il parle, pardi, de son tableau. Alors, j'ai sélectionné quelques fragments. D'abord, page 20, sous la plume de Roger Vaillant. Voici, alors à un moment donné, hein, il retire la grande toile inachevée. Donc, oui, quand Roger arrive dans l'atelier de son ami, il y a une grande toile qui est posée dans cet atelier. Il la retire, il retire écrit-il, et écrit Roger, il retire la grande toile inachevée. Il n'est vraisemblablement pas du tout d'accord avec elle. Il y a contre le mur, face au mur, une vingtaine de toiles avec lesquelles il n'a jamais été complètement d'accord et qu'il ne montre à personne. Il descend à l'étage au-dessous, il remonte avec une toile blanche, un format 130 sur 97. Il recule, il avance, il hésite, il se retourne vers moi. Cet après-midi, je me sens en forme. Ce format est trop petit pour ma forme de cet après-midi. Il retire la toile et va en chercher une autre, celle-là de 200 sur 160 centimètres. Je crois, dit-il, que je peux me risquer contre celle-ci. Il touche la toile. La préparation est trop grasse. La toile avait été livrée par le marchand, tel que Soulage l'avait demandé, mais il se met à la dégraisser avec un chiffon et un liquide approprié. Je m'en étonne. Ça ne servira peut-être à rien, dit-il. Ce n'est peut-être qu'une manière de prendre physiquement connaissance avec la dimension de la toile. Je pense que c'est une manière d'attendre et de se mettre en train, comme il arrive à l'écrivain qui couvre sa feuille de papier de dessins informes avant de commencer le chapitre devant lequel il se sent anxieux, une manière de retarder l'épreuve. Et là, outre le fait qu'on entre, et ça renvoie à notre évocation du livre sur Cardinal, sans l'avoir fait exprès une fois de plus, du livre de Moravia sur Cardinal, l'analyse des rapports du temps et de l'espace, on est déjà en plein dedans en compagnie de Soulage et de Vaillant. Dans notre atelier, outre ce fait-là, vous l'aurez remarqué, Roger, bien entendu, met en vis-à-vis la démarche créatrice de l'artiste peintre avec celle de l'artiste et écrivain, partant la sienne. Alors, j'avais dit qu'il nous fallait nous rendre aussi, pardonnez-moi, mais j'ai une mémoire, surtout pour les chiffres, comme un gruyère. Page 28 et puis 32. Alors, en 28, on nous dit ceci.
Oui, là, on est déjà un peu plus avancé pour ce qui est d'effectuer le travail. Les transparences de l'oranger et de l'ocre qui avaient été masquées par le noir, à un moment, qui avaient été masquées par le noir se découvrent, tandis que d'autres noirs s'épaississent, prennent corps. J'ai l'impression d'un paysage au matin qui se découvre tout à coup quand un souffle de vent fait lever la brume, pardonnez-moi, oui, je répète tellement c'est bien dit, hein, j'ai l'impression d'un paysage au matin qui se découvre, et il écrit découvre en italique, un paysage qui se découvre tout à coup, nous dit Roger, quand un souffle de vent fait lever la brume. Quand je vous parlais du style et que ce n'était pas rédigé par on dira le premier venu, je continue, c'est le même mot découvrir qu'utilise Soulage. Je découvre ainsi, dit l'artiste, ce que je cherche. Je ne sais pas ce que je cherche. La succession des gestes caressants est si rapide qu'elle semble n'être qu'un seul mouvement. Dans ce mouvement, une espèce d'énorme virgule noire se compose au milieu de la toile, une virgule. Ça, c'est important, dit-il. Le mouvement se déplace vers le bas de la toile, à droite. Il y a quelque chose qui bascule, qui est bon. Il faut le faire basculer davantage. Et toujours dans le même mouvement se forme une grande oblique en bas à droite. Ça, dit-il, c'est capital. Il est 17h45. Très courte pause. Il allume une cigarette. Je lui parle de sa manière de chercher. Il me répond: dans la rue, j'aime les gens qui cherchent leur chemin, pas ceux qui marchent sans hésitation, droit au but. J'aime les gens qui cherchent leur route à tâtons, même les aveugles. Et à un autre moment, je ne pense pas avoir sélectionné pour vous le lire dans son intégralité ce passage. Non, je ne pense pas, mais il sera également question sous la plume de Roger de cette façon, au bout d'un moment, dans sa manière de travailler, de donner l'impression à celui qui l'observe, qui est là en spectateur, d'effectuer devant son œuvre comme une espèce de danse bien particulière, mais le peintre s'empresse de préciser à ce moment-là, quand l'écrivain lui fait remarquer, hein, tu danses quand tu peins, mais ne t'imagine pas, réplique l'artiste, aussitôt l'artiste de répliquer, ne t'imagine pas que que mon numéro de danse, tu vas le voir reproduit sur ma toile. Hein, ça, je laisse aux peintres abstraits dont la séduction, oui, la séduction, l'effet de séduction que peut avoir certains tableaux de certains peintres abstraits sur le public, ça résulte uniquement de la manière dont ça restitue une idée du mouvement qui les animait, leur œuvre pendant qu'ils étaient en train de l'effectuer, de la peindre. Eh bien, chez moi, niette, c'est pas du tout cette façon, vous l'avez saisi encore, pas du tout cette façon de fonctionner. Alors, Roger note encore plus loin, il détruit, à un moment donné, il détruit, en utilisant le noir déjà posé sur le haut de la toile, de très riches matières qui s'étaient découvertes juste au-dessous. Je proteste. Oh, tu détruis ça? Il répond: il faut savoir sacrifier. C'est ce qui prouve que la vraie peinture n'est pas de l'art décoratif. Il ajoute ne jamais perdre de vue l'essentiel. Et puis, cette phrase mystérieuse liée au sacrifice qu'il vient de faire. C'est une excellente leçon. C'est une excellente leçon, ce que je viens de faire, nous dit le peintre, de sacrifier. C'est une excellente leçon comme manière de vivre. Alors au sujet de Roger, quand on l'interrogeait, quel est votre peintre figuratif préféré et votre peintre abstrait préféré? Figuratif, il répondait Velázquez, et abstrait, il répondait Soulage. Je vais vous donner la définition, la définition, la citation exacte. Hein, je n'aime pas des... Oui, voilà. Euh, il disait Velázquez comme figuratif, Soulage comme abstrait, et puis
peintres préférés, mais si vous me demandez tout simplement qui sont mes peintres préférés, je réponds l'un et l'autre pour les mêmes raisons. Mmh. Ça résume, c'est une façon comme une autre de résumer le bouquin dont je ne veux pas non plus tout pour me parler comme un youtubeur de notre cher oui, de nos chers amis du YouTube Cinégame, je ne veux pas non plus vous spoiler tout le contenu du livre qui n'est pas bien épais. Alors, vous avez un texte de présentation, vous avez le texte de Roger sur la production de l'œuvre de 16 heures à 20 heures en l'espace de 4 heures par notre ami Soulage. Et pardonnez, oui, pardonnez de même, j'espère que ça va m'éloigner. Et puis, vous avez, en fin de volume, l'éditeur a jugé intéressant et on ne peut que lui donner raison, mais j'aurais juste un petit bémol à émettre. Il a joint la dernière partie, la partie jointe en fin de volume s'intitule, en fin de plaquette, ça s'appelle le procès de Pierre Soulages. Oui, pourquoi le procès de Pierre Soulages? Je vais y revenir dans quelques instants. Avant, je vais passer en revue ou le cas échéant, vous remontrer. Il y en a un, je pense, que vous avez déjà vu dans un numéro précédent. Je vous l'avais présenté à Roger, son livre sur les surréalistes et la Révolution, plutôt le surréalisme contre la Révolution en format de poche dans une édition récente, en format de poche aux éditions Delga. Avant de revenir sur notre histoire de procès Soulage, oui, j'ai envie, vite fait, bien fait, de passer en revue si, voilà, où, à toute fin utile, en guise d'info. Voilà, je vous montre ces quelques livres de Roger Vaillant, Le surréalisme contre la Révolution en poche. Et vous aurez en lien le numéro où il avait été question de ce livre, le numéro hein, de Funeste Fred. Vous pouvez lire également chez le même éditeur, en format plus grand, Les Pages Immortelles, son livre sur les empereurs romains et sur leur historien, à la fois sur les empereurs romains et sur l'historien, le célèbre historien qui a traité des 10 empereurs, son livre sur les empereurs et sur Suétone, les pages immortelles de Suétone, oui, le livre de Vaillant sur les 12 Césars de Suétone aussi. Chez le même éditeur, et alors, chez Feu l'éditeur, oui, nos compatriotes des éditions Aden, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ils avaient ressorti ce texte qui n'est pas vraiment courant. Je le montre d'abord, c'est le Saint-Empire. Oui, j'ai tendance à tanguer, je sais. Le Saint-Empire, un texte écrit vers la fin des années 40, et ça va nous permettre de parler un petit peu à notre manière aujourd'hui aussi des rapports à la politique, à la vie politique de Roger. Un petit peu à la fin des années 40, il avait écrit ce texte virulent, anti-catholique, mettons pour sûr anticlérical. Et, c'est que, oui, son parti, le parti politique auquel il avait adhéré depuis un bon petit moment, n'avait pas trop apprécié ce texte. Écoute, c'est pas trop le moment de mettre en avant ce genre de choses, car ils avaient envie de mettre en avant plutôt une volonté de dialogue avec les chrétiens, partant avec les catholiques, de rapprochement avec le monde chrétien. Ils avaient estimé que ce n'était pas le texte. Alors, de leur point de vue, bien sûr, hein, est-ce qu'ils ont eu tort, est-ce qu'ils ont eu raison, vous en pensez ce que vous voulez, ça, hein, mais c'est ce que leur avait inspiré au moment de sa première publication, ce texte, Le Saint-Empire.
De notre camarade, Roger, oui, camarade, c'est que on raconte que dans les il est vite parti, hein, à peine 57 ans. Il a très vite eu son crabe et c'est vrai que depuis plus de 3 décades, ce n'était un secret pour personne, sa façon d'abuser de consommer et d'abuser, de certaines substances, ce n'était plus depuis longtemps, là non plus un secret. Pour beaucoup de monde, mais il a été très vite malade et il est parti très vite, et on raconte que dans ces dernières années, dans les années 60 du siècle dernier, lorsqu'on voulait l'entretenir de l'engagement politique qui avait été le sien et auquel on l'avait, pendant très longtemps, évoqué, hein, voire évoqué en premier lieu, pendant tout un temps, il répliquait: «Alors là, maintenant, franchement, j'en ai plus, je m'en fous». Il disait: «Je m'en fous, franchement, j'en ai plus rien à battre», hein, et je pense que quelque part, ça avait dû le gonfler. On appréciera de manière diverse, ce que je vais dire ici, hein, quel que soit là où vous vous situez politiquement. Je ne sais pas, hein, on appréciera de façon diverse, mais si vous voulez mon sentiment, ça avait dû le gonfler. Comprenez un certain 20e congrès d'un certain monsieur K, un 20e congrès et puis un peu plus tard un 22e encore, ça avait dû lui taper, sur les nerfs. Et Louis causait dans la foulée beaucoup de peine de voir ses anciens camarades, de lutte, de combat, de guerre, de résistance en venir à s'entre-déchirer autour, de la mémoire d'un leader qu'ils avaient encensé et qui avait été, durant un bon moment, là encore, pour eux, pour le meilleur et pour le pire, un catalyseur, et je pense que non. Il n'avait pas envie du tout de mettre les pieds, de marcher là-dedans, Roger. Mais voyez-vous, c'est que, peu de temps après, sa visite, en vue de publier ce texte chez son ami Soulage, et je tiens bien à préciser que je ne me suis, à titre personnel, jamais, intéressé à l'art et je n'ai jamais été particulièrement attiré, par l'art de Pierre Soulages, jamais, pour tout vous avouer. Mais ça n'a aucune importance, car ce qui m'intéresse dans ce que vous allez, entendre en clôture de ce numéro, c'est, c'est la manière, dont il aura défendu son ami. C'est la défense de Soulages, par Roger Vaillant. C'est que voyez-vous, de jeunes gens, affiliés au parti politique, au même parti politique, que lui, de jeunes gens du même bord politique que lui, à une époque où il commençait de plus en plus à dire qu'il n'en avait plus rien à foutre, mais franchement, je peux comprendre, qu'un homme arrivé dans la cinquantaine et avec un état de santé aussi catastrophique, pardonnez-moi peut-être, mais je peux parfaitement comprendre, je peux parfaitement conceptualiser la chose, hein. Qu'on n'en ait plus rien à battre, qu'on ait envie de prendre de la distance, voire voilà, d'envoyer paître certaines préoccupations politiques, arrivé à ce stade et dans ces conditions, hein. Ça n'a rien de scabreux, je pense, ce que j'avance là, mais de jeunes gens, se revendiquant du même bord, politique que lui et qui, pour leur part, mettaient en avant leur volonté, c'était de plus en plus à la mode, leur volonté de se démarquer, de s'émanciper, de s'affranchir, c'était leur terme, dans une revue qui s'intitulait la Revue Clarté, hein. Ils aimaient bien mettre en avant, ces jeunes gens, leur volonté de s'émanciper par rapport à tout ce qui, de près ou de loin, pouvait rappeler Moscou. Pour faire court, et je m'autoriserai encore à penser qu'avec 60 ans de recul, je ne suis pas sûr que c'était d'une pertinence extrême de la part de nos, quitte à passer pour quelqu'un de très à contre-courant et pour sûr sur YouTube, hein, mais là,
Ce sera à mon tour d'estimer que je m'en bats royalement les flancs par rapport à ça. Je ne suis pas certain que c'était franchement que nos jeunes gens, il y a à l'époque, auront été que leur point de vue aura été dans l'ensemble le plus pertinent, mais ce n'est pas au cœur de ce numéro, voilà. Mais figurez-vous que nos jeunes gens, nos jeunes entre guillemets co-religionnaires de Roger, qui lui était vu comme un pur dur depuis un certain nombre d'années, à qui on ne la faisait plus, et on va voir ça dans quelques instants. Hmm. En revanche, pour la sirène, j'espère que ce sera la dernière fois aujourd'hui. Hmm. Pardon encore. Oui, un pur dur façon de voir à qui, pour sûr, on n'allait plus, on ne la faisait plus, on n'allait plus la faire, et c'est que nos jeunes gens s'étaient mis dans l'idée de prendre pour cible, il commençait à devenir de plus en plus célèbre alors, de prendre pour cible Pierre Soulages dans leur revue Clarté, et c'est là le bémol que j'aimerais émettre à l'adresse de l'éditeur. Je pense qu'un minimum, déjà que le bouquin n'était pas très épais, le nombre de pages n'étant pas très élevé, ils auraient pu reproduire dans son intégralité le texte de critique à l'adresse de Soulages de ces jeunes, hein, et où on disait ceci, dont l'un des rédacteurs disait ceci, le temps que je retrouve où j'ai posé le bouquin ici. Là encore, c'est que, oui, un nommé, oui, je pense que c'eût été bien, par correction, de mettre en vis-à-vis le texte des jeunes et la réplique que vous allez entendre de Roger. Un nommé, Roland Déné, formulait l'accusation à l'adresse de Soulages, je cite son œuvre, a d'abord cette signification négative d'être le refus d'une vision intelligible, le refus de confirmer l'homme moderne, dont le pouvoir neuf qui est le nôtre de comprendre, de maîtriser et de transformer la réalité. Alors, il disait, désormais je m'en fous, eh bien, je ne sais pas ce que vous en penserez, si vous serez d'accord avec moi après avoir entendu la défense de Soulages par Roger qui dans l'ensemble, sera resté en sus d'être resté malgré ce qu'il pouvait nous avouer quant à son état d'esprit des dernières années, hein, dans les années 60, par rapport à ce qu'il pouvait dire de son état d'esprit. Comment, moi je le vois comme ça, comment en sus de ça, d'être resté on ne peut plus fidèle à ses convictions, à ses idées, et vous viendrez me dire, à vous de voir, des jeunes ou de Roger, qui en plus aura été dans l'ensemble le plus émancipé dans l'affaire, le plus affranchi. J'avais prévu de vous lire un autre fragment de Roger Gilbert Lecomte. C'est que Roger Gilbert Lecomte, ami de jeunesse de Roger Vaillant à la revue. Oui, c'était à l'époque où ils étaient tous deux chez les surréalistes, hein, la branche cadette, après celle de Breton et Aragon, ils incarnaient la branche cadette d'une dizaine d'années. À cette époque-là, oui, en leur jeune temps, à la revue, dans la revue qu'ils animaient, il y avait Domal, comme il y avait Lecomte et comme il y avait Roger Vaillant. Et je vais vous montrer, je ne pense pas l'avoir fait avant de vous lire la défense. Oui, il excellait tout particulièrement là-dedans, hein, sur le plan stylistique et en général dans les numéros d'avocats. Roger Vaillant, je dois vous montrer le livre de poésie dont je vous ai lu un fragment d'ouverture, celui-ci. Oui, je voulais vous lire un fragment de texte, et peut-être même deux encore, mais nous avons déjà franchi la durée classique d'une heure de cours
comme je le dis, l'enseignement de plein exercice. Je ne sais pas si nous atteindrons les 60 minutes cette semaine. J'en sais rien. Bon, vous avez vu, hein, ça s'appelle La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent et autres textes de Roger Gilbert. Roger Gilbert, Lecomte, et sans avoir le sentiment de s'en mêler nullement les pinceaux, sans jeu de mots facile, je vous lis la défense de Soulage contre nos jeunes amis du début des années 60, la défense de Soulage par, par Vaillant. J'ai sur ma table les catalogues d'une dizaine d'expositions actuellement présentées à Paris. Les 10 préfaces utilisent un langage qui ne relève que des plus confuses. Métaphysique, renvoyons tout cela au Moyen Âge. Depuis que les philosophes se mêlent de tout, sauf de ce qui serait leur rôle, c'est-à-dire d'aider les professionnels de la recherche ou de l'action à penser et à s'exprimer avec clarté. Depuis que la peinture n'est plus jugée et exprimée par des amateurs de peinture, mais par des philosophes amateurs, il n'y a plus de critique d'art. C'est dans les pages sportives des journaux que le vocabulaire qui fut jadis celui des amateurs et des critiques d'art, longuement élaboré par eux, a gardé sa signification et sa verdeur. C'est donc aux chroniqueurs de la course à pied, de la boxe ou du cyclisme que j'emprunterai les mots nécessaires pour dire sommairement le plaisir que j'éprouve à regarder la peinture de Pierre Soulages. Je dis bien plaisir, puisque regarder et aimer une peinture, c'est d'abord éprouver un plaisir. La peinture n'est pas une méditation confinée dans les plus hautes sphères spéculatives. Je dirais donc que Soulage, je précise, c'était un des reproches faits par nos jeunes amis à l'adresse de l'artiste. Hein, la peinture n'est pas une méditation confinée dans les plus hautes sphères spéculatives. Je dirais donc que Soulage est un champion. Il choisit son parcours un certain jour en fonction de sa forme et de son souffle de ce jour-là. Ce parcours est défini par les dimensions du châssis, par la préparation de la toile, non sans analogie avec le roulage préalable d'une piste ou d'une pelouse, et par le nombre très limité en ce qui le concerne des couleurs qu'il s'autorise à employer. Il accomplit son parcours, c'est-à-dire qu'il couvre sa toile de couleurs, il le fait avec style, parce que c'est un champion, parce que c'est un champion qui, au cours d'un grand nombre de combats, matchs ou courses, et d'innombrables séances d'entraînement, s'est créé un style. Ce style lui est très personnel, comme il arrive à tout grand champion. Quand on voit Soulage courir ou quand on voit sa course inscrite sur la toile, on s'écrie « c'est un Soulage ». Quand Jazzy court, sportif très populaire, alors, quand Jazzy court, tout habitué du stade, c'est aussitôt que c'est Jazzy qui court d'une manière inimitable. Les champions médiocres imitent mal le style des autres ou essaient de donner l'impression d'avoir acquis un style. Faisons la concession aux philosophes d'appeler cela du formalisme. Les vrais champions, les Soulages, les Jazzy découvrent un style dans la pratique toujours plus rigoureuse de l'accomplissement du parcours choisi et dans la réflexion sur cette pratique. Ils créent un style sans chercher à le créer. Leur style résulte de multiples rapports entre une pratique, la réflexion sur cette pratique et le tempérament de l'homme qui pratique et réfléchit. Seuls les amateurs sont capables de goûter pleinement, d'apprécier en connaissance de cause le style de Soulage, de tirer un plaisir complet de la performance, de l'exploit accompli ce jour-là par Soulage, exploit plus ou moins réussi selon sa forme et sa chance de ce jour. Qu'est-ce qu'un amateur? Un amateur, dans le meilleur des cas, c'est un homme qui a d'abord pratiqué en amateur le sport ou l'art, dont il devient plus tard le spectateur, le juge, l'arbitre. Il y aura un grand nombre d'amateurs de peinture quand tous les enfants et les adolescents doués pour la peinture pourront librement, dans les écoles et les lycées, s'exercer en amateur à la peinture.
qu'on leur fournira autant de toiles et de couleurs qu'ils en ont besoin, etc. Les meilleurs d'entre eux deviennent des peintres professionnels. C'est un problème de crédit et donc un problème politique. Mais c'est ainsi. Et ainsi seulement que la peinture deviendra un art populaire, et non en demandant aux peintres de représenter des manifestations de rue, des ouvriers au travail et des félagas au combat. Ça, c'est moi qui ajoute, ça, c'est du meilleur vaillant. Suite et fin de notre plaidoirie. Si le peintre désire intervenir dans les manifestations de rue, il doit défiler avec les autres. Comme c'est un champion, une personnalité dite représentative, on lui réservera une belle place, et c'est en se tenant bien droit à cette belle place qu'il sera utile à la manifestation, non en faisant de la mauvaise peinture, ce qui le rendrait moins représentatif. La peinture d'abord, elle a été un moyen de raconter des histoires, puis de décrire des objets. Aujourd'hui, la cinématographie et la photographie racontent et décrivent mieux. La peinture est devenue le moyen d'un jeu qui s'élève quelquefois jusqu'à l'art. Quel est le moment de passage du jeu à l'art? C'est sur cela qu'il faudrait essayer de réfléchir, non par référence à un système philosophique, mais en essayant d'analyser de près ce qu'éprouve le spectateur quand, au milieu d'un match, à un tournant du match, à un certain changement de qualité dans le jeu d'un champion, il s'écrie brusquement: c'est beau, c'est beau, et quelquefois même c'est sublime. Il ne faut pas sous-estimer les activités de jeu. Dans l'avenir, quand un petit nombre d'heures de travail permettra à chaque travailleur de vivre dans l'abondance, le jeu deviendra le principal souci des humains. Cher souci, merveilleux souci. Il convient d'être reconnaissant à Soulages d'avoir été le premier parmi les peintres de grand talent à ne jamais raconter ni décrire. Aucune ambiguïté à aucun moment de son œuvre. Il n'a jamais évoqué la nécessité d'exprimer ses états d'âme pour justifier son goût d'étaler les couleurs sur une toile. Il n'a jamais évoqué les expériences des mystiques et les métaphysiques qu'elles impliquent pour expliquer la concentration nécessaire à son travail. Il ne s'est jamais dérobé derrière des philosophies idéalistes. Il accomplit ses parcours dans un style d'une qualité chaque année plus élevée et qui atteint parfois au sublime. Impossible de faire un procès à Soulages. Un procès implique référence à un code et en matière d'art à des règles. La peinture vient seulement de renoncer à décrire et à raconter. La peinture qui ne représente rien, qui présente ou se présente tout simplement, est un art tout nouveau. Il n'a pas encore de règles. Soulage est parmi ceux qui s'efforcent en tâtonnant de découvrir les règles de ce que sera la peinture. Aujourd'hui donc, Soulage est le seul à pouvoir être son juge. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans un peu moins d'une petite semaine et oui, le texte poétique que je n'ai pas eu le temps de l'ami de Roger Vaillant que je n'ai pas eu le temps de vous lire aujourd'hui. Ce sera promis, juré, dans un des numéros à venir. On revient sur Satie, comme je vous l'ai promis, dans un peu moins d'une petite semaine sur Satie et pas seulement, hein, au sens large, encore une fois, je l'espère, autour de Satie et du centenaire. Merci à vous encore et à bientôt. Pas interdit de s'abonner et de mettre un pouce en l'air si le cœur vous en dit, et rien que si le cœur vous en dit. À bientôt!